Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre en podcast sur notre chaîne de télévision et également sur notre site internet. Vous pouvez bien évidemment retrouver Conflit en kiosque. Nous avons actuellement un hors-série qui est consacré à l'aviation, un autre au bac de terminale, spécialité géopolitique, et puis un numéro qui est consacré à la Turquie d'Erdogan. Pour nous soutenir et pour permettre à Conflit de continuer à produire ces émissions, eh bien, le meilleur moyen est encore de vous abonner. C'est ce qui nous permet ainsi de vous informer sur ces sujets essentiels de géopolitique. Et nous allons cette semaine partir en Afrique pour évoquer une question économique importante du continent africain, à savoir le franc CFA, son histoire, ses origines et également son actualité. En quoi le franc CFA est-il utile? Quels sont les reproches que lui font certains pays africains? Comment peut-il évoluer? C'est une question qui revient régulièrement dans les relations entre la France et les pays de la zone du franc CFA. Pour évoquer cette question, je reçois cette semaine Lou Vialet, qui est spécialiste d'économie politique et de l'Afrique, et qui vient de publier aux éditions VA Éditions, La fin du franc CFA, point d'interrogation. L'édition VA dont nous avons déjà recensé plusieurs ouvrages et qui sont consacrés essentiellement aux questions de guerre économique ou d'éléments économiques, enfin de géopolitique économique, de géoéconomie, comme on dit dans le jargon. Lou Vialet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Alors le franc CFA, c'est quelque chose dont on entend régulièrement parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. On va commencer par le début. Comment c'est né le franc CFA? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ce sigle CFA? Alors bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Oui, le franc CFA, c'est une vieille ritournelle entre la France et l'Afrique. C'était à l'origine le franc de la communauté, le franc des colonies françaises d'Afrique, qui est devenu ensuite le franc de la communauté financière africaine. Mais en fait, pour simplement présenter cette monnaie, il s'agit simplement de dire que c'est aujourd'hui la monnaie d'un pays sur 3 en Afrique subsaharienne, que c'est la monnaie la plus crédible du continent africain, et qu'elle a été fondée en réalité en 1945, c'est-à-dire juste à la suite de la Seconde Guerre mondiale, dans finalement la fin de la colonisation. Et il se trouve qu'elle a considérablement évolué, ses règles, son périmètre, son administration, sa politique monétaire a considérablement évolué depuis 1945, c'est-à-dire que c'était une monnaie liée au franc, qui était complètement administrée par la France, et aujourd'hui l'administration est partagée entre, d'un côté, la France qui garantit cette monnaie, les pays africains qui l'administrent entièrement, dans le cadre des traités, et surtout, c'est une monnaie qui est liée à l'euro, et aux 19 pays de la zone euro, et non plus à la France. Elle est encadrée notamment par des traités européens, ce qui fait que la France n'est plus du tout une tutelle sur cette monnaie-là. Donc c'est le même nom, mais l'administration, elle, comme vous l'avez bien expliqué, l'organisation monétaire a changé. Aujourd'hui, le franc CFA, comment ça fonctionne concrètement? Comment son cours évolue? Comment est-ce qu'il est garanti? Alors, c'est très simple. Donc, pourquoi est-ce que c'est la monnaie la plus crédible et la plus stable d'Afrique, puisqu'elle a été dévaluée une fois en 60 ans, et elle était liée au franc, à parité fixe avec le franc. Elle est aujourd'hui liée à parité fixe avec l'euro. C'est-à-dire qu'elle garde un taux qui est toujours le même vis-à-vis de l'euro. Et donc, ce qui fait qu'elle a donc une protection très forte, elle ne varie pas, et elle est garantie tout simplement sur les finances publiques françaises. Ce qui fait que les finances publiques des pays africains qui la partagent, qui sont des finances qui ne sont pas saines, qui sont toutes petites, qui sont souvent d'ailleurs en déficit considérable avec les pays émergents, eh bien ne pourraient pas avoir une monnaie aussi stable, aussi crédible. Et donc, cette monnaie est garantie par les finances de l'État français. Elle est aussi garantie par la présence dans les 2 banques centrales africaines qui la contrôlent, d'administrateurs français, qui n'ont pas nécessairement de voix au chapitre, mais dont la qualité, dont les compétences garantissent la crédibilité extérieure de la monnaie. Elle est gagée sur une somme d'or ou sur des dépôts que font les pays membres? Alors, elle est d'abord gagée sur notre trésor public. Donc et donc finalement quelque part sur le PIB de la France, sur les finances publiques qui sont relatives au PIB de la France. Et ensuite, en contrepartie de cela, les pays africains mettent une partie de leurs réserves
qui est entre 20 et 40% de leurs réserves, ils la mettent en dépôt auprès du Trésor français. C'est une question qui a été beaucoup discutée. Certains considèrent que c'est un impôt colonial. En réalité, c'est faux. C'est des fonds qui sont rémunérés. Et tout simplement, c'est un gage, c'est une contrepartie. Et on a besoin de contrepartie dans des partenariats monétaires, sans quoi, il y a que des obligations et plus de contrepartie. Alors, quel est l'intérêt de la France, d'abord, de cette monnaie, puis après, on verra l'intérêt des pays africains. Mais commençons par la France. Quel est son intérêt à elle d'avoir ce franc CFA et de l'avoir d'ailleurs conservé au moment de la décolonisation, puisque très bien expliqué que c'était fondé en 1945. 15 ans après, en 1960, les pays sont décolonisés et la monnaie a été conservée. Absolument. Alors, il y a eu plusieurs interprétations à faire. D'abord, au sortir de la colonisation, nous sommes face donc à une AOF et une AEF éclatées en petits pays qui sont tout à fait pauvres, bien moins peuplés qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait cette nécessité de leur garantir des finances saines, une monnaie stable, tout simplement pour qu'ils ne sombrent pas dans le sous-développement, la pauvreté de masse. Et donc, c'était une garantie. C'était une garantie aussi parce que nous étions encore, la France, le premier bailleur de fonds de ces pays-là. Nous étions le premier employeur dans ces pays-là, c'était ce qu'on appelait le précaré. Donc il y avait une nécessité à la fois, disons, stratégique, et n'oublions pas que à la suite de la décolonisation, nous étions au moment de la guerre froide. Et donc il y avait une lutte d'influence sur le continent africain, où la France finalement servait le camp capitaliste et permettait tout simplement de tracer une ligne pour que la pénétration soviétique ne se fasse pas trop sur le continent africain. Maintenant, depuis la chute du mur, depuis la fin de l'Empire soviétique, les choses ont changé. Les choses ont changé puisque la plupart des intérêts français en Afrique subsaharienne sont en dehors de la zone franc. Ça, c'est fini. Ils sont au Nigeria, ils sont, je ne sais pas, en Ouganda, mais ils sont en Afrique du Sud. Ils sont moins dans la zone franc qu'ailleurs en Afrique subsaharienne. Donc l'intérêt n'est plus économique. Nous n'avons plus de monopole économique sur ces pays. Et aussi, nous n'avons évidemment plus de monopole politique. Évidemment, on a eu un coup d'État au Mali récemment. On contrôle rien, absolument rien en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce qu'on garde cette monnaie? C'est que c'est une garantie de stabilité pour donc un pays sur trois en Afrique. Et donc aujourd'hui, les raisons sont essentiellement sécuritaires. C'est-à-dire que depuis 60 ans, depuis la décolonisation, comme vous le savez, les Africains se sont démultipliés, les pays sont restés dans les rentes, et l'Afrique, en fait, finalement, n'a jamais été aussi fragile. Et donc, c'est une forme de ceinture de sécurité financière, c'est une forme, je dirais, de filet de sécurité qui permet tout simplement à ces pays de ne jamais faire défaut. Et contrairement à des pays comme le Nigeria, comme là, qui a été frappé par le coronavirus et dont la monnaie a chuté, comme le Ghana, pareil, qui sont des pays voisins de la zone franc, eh bien, ces pays de la zone franc sont protégés par le franc CFA et par la crédibilité de cette monnaie. Ce qui permet des investissements étrangers, ce qui permet une confiance, et finalement, ce qui leur permet, de ne pas faire défaut, de ne pas sombrer dans le chaos. Imaginez, excusez-moi, j'en termine juste là, imaginez si le Mali n'avait pas le franc CFA. Il resterait quoi? Du sable. Alors, je pense que ce que vous dites est intéressant par rapport aux intérêts français, parce que une des critiques qui vient de l'Afrique, c'est d'expliquer que c'est un élément de contrôle néocolonial, et notamment que ça favorise les intérêts économiques français. Comme vous le montrez bien, d'ailleurs, il y a un chapitre de votre ouvrage consacré à ça. Les intérêts des entreprises françaises dans la zone du franc CFA sont extrêmement faibles. Ça compte pour très peu par rapport déjà aux intérêts de l'Afrique en général, et de l'Afrique dans le commerce extérieur français. Les intérêts sont plutôt au Maroc, en Tunisie ou au Nigeria, donc largement en dehors de cette zone. Un autre reproche peut-être d'ailleurs qu'on pourrait faire à ce franc CFA, c'est de trop protéger finalement les pays africains, et donc de peut-être en empêchant la dévaluation, à ne pas encourager d'avoir une salubrité financière. Est-ce que ça ne pourrait pas, à contrario, encourager une sorte de dépenses, puisqu'il n'y a pas le risque d'une dévaluation, et donc on va pas chercher à avoir des finances saines ou d'avoir des dépenses utiles, des dépenses d'investissement. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a deux choses. La première chose, c'est que oui, c'est une protection qui quelque part n'est pas méritée par leurs efforts. Elle est apportée de l'extérieur. C'est une garantie de stabilité qui n'est pas méritée par leurs propres efforts. Et donc quelque part, beaucoup de pays africains s'en sont servis comme un blanc-seing
pour faire des déficits n'importe comment avec les pays émergents. Mais je vais y revenir sur la question, puisque le franc CFA, c'est aussi la clé de deux marchés communs, ouest africain et centrafricain. C'est aussi la possibilité pour ces pays de se développer dans des marchés domestiques qui sont plus larges que leur marché intérieur. Et donc, quelque part, c'est lorsque eux-mêmes ne respectent pas les règles de convergence, d'intégration économique, qu'ils se retrouvent à faire du déficit avec une bonne monnaie, finalement. Mais la première partie de votre question, c'était autre chose, c'était sur la dévaluation. Et alors, c'est une faute qu'on fait souvent. C'est une faute que j'ai retrouvée dans la bouche de Jacques Sapir, notamment, disant, voilà, que le franc CFA empêchait les pays de la zone franc de s'industrialiser, car finalement la dévaluation ne leur était pas permise. D'abord, elle est permise par les traités. Il suffit que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent et se mettent d'accord pour une dévaluation, mais surtout l'opportunité d'une dévaluation. Dans des pays qui ne sont pas industrialisés, ou alors extrêmement peu, lorsque c'est l'industrie extractive qui est toute l'industrie, et lorsqu'il n'y a pas d'industrie manufacturière, quel est l'intérêt d'une dévaluation? Lorsqu'on exporte des marchandises brutes, quel est l'intérêt d'avoir une dévaluation? On n'est pas là en train finalement de faire des dévaluations compétitives. Une dévaluation compétitive, ça n'est un instrument que pour des pays du Nord qui, comme vous le savez, permettent tout simplement de baisser la valeur relative de leur monnaie, de telle sorte à exporter davantage, à importer moins. Eh bien là, d'évaluer la monnaie, ça revient à renchérir les marchandises importées qui viennent de partout dans le monde, sans donner les moyens d'une industrialisation. En revanche, le fait d'avoir une monnaie stable, comme je le disais précédemment, et il se trouve que les pays africains ne respectent pas les règles qui se sont eux-mêmes fixées pour développer leur marché commun, mais avoir une monnaie stable, c'est une condition pour avoir des marchés communs, c'est une condition pour se protéger vis-à-vis de la concurrence extérieure, notamment chinoise. Eh bien, c'est autant de techniques qui ne sont pas mises en place par les pays africains, qui souvent, comme vous l'avez relevé, se reposent sur la qualité extérieure de cette monnaie, la convertibilité qu'ils ne méritent pas, et pour tout simplement faire des déficits. En revanche, pour terminer avec ça, on en arrive à des choses qui sont tout à fait menaçantes, c'est-à-dire que lorsqu'on a des pays qui sont désindustrialisés aujourd'hui, surtout par la Chine et l'Inde, qui font des déficits surtout avec les émergents, et qui sont à l'équilibre d'ailleurs avec les pays français, avec la France et les pays européens, eh bien, on arrive à un moment très difficile, c'est-à-dire que si ces pays-là ne se développent pas, ne s'industrialisent pas, même si cela est fait de manière verte, disons, eh bien, on va avoir tout simplement des pays qui seront sous un seuil de pauvreté intolérable. Cette zone franc, encore une fois, c'est un pays sur 3 en Afrique subsaharienne. S'ils ne se développent pas, s'ils sont seulement la poubelle et le réceptacle des marchandises du monde entier, s'ils utilisent leur monnaie simplement pour faire des déficits, eh bien, ce qui va se passer, c'est très simple, ce sera la colonie chinoise de demain. Alors justement, dans ces rapports au franc CFA et aux influences aussi qui ont lieu en Afrique, je voudrais revenir sur un terme qu'on entend beaucoup, qui est issu de France-Afrique, qui est un vieux serpent de mer aussi. Alors, parce que d'abord les relations africaines ont beaucoup changé depuis 1960, mais on voit notamment que c'est un peu un des leitmotifs récurrents de tous les présidents français, depuis au moins François Mitterrand, de dire qu'on va mettre un terme à la France-Afrique. Et chaque président dit qu'il va y mettre un terme. Donc soit le président n'y a pas mis un terme, soit cette notion de France-Afrique a évolué. Est-ce que c'est un terme qu'on peut employer encore aujourd'hui? Est-ce que ça c'est encore une réalité, ou est-ce que les relations franco-africaines sont bien différentes? Moi, je pense que ça n'a plus aucun sens de parler de France-Afrique. Encore une fois, ça dépend l'interprétation qu'on en fait. La première fois que ce terme a été forgé, c'était dans la bouche de Félix Houphouët-Boigny, l'ancien ministre français et président de Côte d'Ivoire, qui avait forgé cette expression pour montrer la complémentarité entre la France et ses anciennes colonies au sortir de la colonisation. Donc voilà. Plutôt positif. C'était positif, tout simplement, parce que le cabinet d'Houphouët-Boigny était composé essentiellement de Français, parce qu'il y avait énormément de Français qui étaient dans l'économie ivoirienne, et tout simplement que sans les Français, la Côte d'Ivoire était bien plus pauvre et bien moins brillante sur le plan géopolitique africain. Donc c'était une réalité. Maintenant, ce terme a changé de sens au moment justement des années 90. Notamment, c'est le président de l'association Survie, c'est des gauchistes, internationalistes, droits de l'hommiste, qui ont forgé cette expression
pour dire finalement la France-Afrique, voilà, c'est le substrat de l'empire français subsaharien. C'est les relations malsaines entre la France et l'Afrique, c'est la pompe Afrique. Voilà, c'était une caricature de la France dominante ces anciennes colonies. Parce qu'il y avait une mauvaise interprétation de ce qu'a été la décolonisation. Et jusqu'à aujourd'hui, on a encore cette interprétation qui est finalement la France-Afrique, c'est intrinsèquement mauvais, c'est la domination qui ne dit pas son nom, c'est le néocolonialisme français en Afrique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Le premier bailleur de fonds, le premier créancier des pays de la zone franc et des pays africains en général, c'est la Chine. Les nouveaux acteurs qui sont arrivés depuis les années 90, c'est la Turquie, c'est l'Inde, c'est le Mexique même, c'est les États-Unis depuis les années 60, c'est tous les autres pays de la zone euro depuis que le franc CFA est lié à l'euro. Il y a une Euro-Afrique, il y a un monde Afrique, il y a une Russe-Afrique, il y a une Chine-Afrique. Ça sert à rien de parler de France-Afrique dans le sens où nous ne contrôlons plus, il faut bien se mettre ça dans la tête, nous ne contrôlons plus ces pays économiquement ni politiquement. J'ai refait le calcul qui n'avait pas été fait depuis 20 ans. La zone franc, ce qu'on appelait avant le précaré, c'est 0,6% de notre commerce extérieur. Avant, nous polarisions 50% de leur économie, nous représentons 10 à 15% de leurs échanges. Ça n'a aucun sens de parler d'un maître français. Nous sommes dans une position d'assistance avec cette monnaie et avec aussi nos troupes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des accords militaires, hein, c'est fini ce temps-là. Donc nous sommes dans une position d'assistance, parfois d'assistanat, dans les dérives de l'assistance, mais nous ne sommes pas du tout dans une relation de néocolonialisme, de spoliation ou de pillage. Ça n'a aucun sens de dire ça. C'est mensonger et c'est presque une parole qui est relayée en réalité par les adversaires de la France, ceux qui voudraient chasser la France de l'Afrique. Pourquoi ? Pour contrôler le voisinage de l'Europe et pour lui pointer un pistolet sur la tempe en contrôlant tout simplement son arrière-jardin, son arrière-cour. Et justement, il y a la question de la Chine. On a consacré, les auditeurs pourront retrouver ça dans les archives de conflits, une émission avec Clément Nguyen sur le dragon et l'aigle, donc l'influence, le combat entre Américains et Chinois en Afrique. Cette présence chinoise en Afrique, on la voit notamment dans la zone du franc CFA, en Côte d'Ivoire par exemple. C'est quelque chose qui est présent parce que on voit tous les Chinois au Kenya et donc Afrique de l'Est. Alors cette présence, on la voit partout, vous avez raison. On la voit par exemple dans la zone franc d'Afrique centrale. On la voit beaucoup au Cameroun, on la voit beaucoup au Gabon, on la voit beaucoup aussi par exemple, moi je l'ai vu personnellement au Bénin. J'ai vu beaucoup de Chinois se déplacer ensemble, d'ingénieurs être ensemble, ne pas se mélanger évidemment avec les autres. Ils ont leur propre quartier, ils ont leur propre méthode. Ils ne se mélangent pas avec le reste de la population. Contrairement aux Japonais, ils apprennent souvent pas à parler le français, qui est la langue aujourd'hui maternelle de tous ces habitants des pays de la zone franc. Donc cette présence, elle est là. En réalité, elle est là comme elle a été fondée stratégiquement. Hein. C'est une présence d'abord qui est là pour exploiter les ressources naturelles, qui est là pour ne pas... En fait, les Chinois n'ont pas intérêt à l'émergence de l'Afrique. C'est quelque chose, nous, quand nous étions sous la colonisation, c'était sans doute pas notre intérêt non plus. Aujourd'hui, le sous-développement de l'Afrique menace et l'Afrique et l'Europe, mais songez une chose, c'est que le chaos africain, eh bien, si les pays de la zone franc ne se développent pas, eh bien, ça ne gênera jamais la Chine, ça ne gênera jamais les États-Unis, ça ne dérangera jamais les Russes, puisque leur sécurité nationale ne sera jamais en jeu. Et donc tout l'objet de la présence chinoise est tout simplement d'avoir des matières premières à bas coût pour nourrir leur croissance. Et leur croissance renvoie des marchandises à bas coût dans les pays africains. C'est eux qui sont les premiers facteurs de désindustrialisation des pays africains. Et c'est eux qui sont les premiers facteurs de la pauvreté et de la fragilité des pays africains. Et donc, ils sont là dans un système qu'on pourrait qualifier réellement de néocolonial. Ils sont pas là dans un système d'assistance. N'oublions pas que nous avons plus d'aide liée. Lorsque nous donnons de l'aide aux pays en développement, les entreprises françaises n'en bénéficient pas nécessairement, tandis que l'aide chinoise est liée, que les constructions qu'ils y font sont des constructions divertissantes, c'est-à-dire des stades de l'amitié, il y en a combien en Afrique? Je ne sais pas, mais il y en a partout. En revanche, des routes qui tiennent, des villes qui sont peuplées, il y a très très peu de travaux qui sont faits sur ces investissements-là. La Chine est là dans une position tout simplement de prédation.
Alors, on a évoqué récemment le changement de nom du franc CFA. Est-ce que c'est uniquement un changement de nom ou est-ce que c'est aussi un changement dans son organisation et son fonctionnement? Alors, en effet, on avait parlé de la création de l'ECO en Afrique de l'Ouest, donc parmi les pays de l'UEMOA. Bon, c'est un sujet un peu compliqué, pas complexe, mais un petit peu compliqué, tout simplement parce que l'ECO, c'était le projet de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la réunion des pays de la zone franc d'Afrique de l'Ouest et des pays anglophones d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Nigeria, Ghana, Libéria, Sierra Leone aussi, qui sont en Afrique de l'Ouest. Et donc, la réunion des francophones et des anglophones d'Afrique de l'Ouest forge la communauté de la CEDEAO, qui est une communauté qui coopère lâchement, contrairement à l'UEMOA qui a le franc CFA et qui coopère de manière très intégrée. Eh bien, la CEDEAO avait pour projet de faire un ECO, une monnaie qui s'appellerait l'ECO. Ce projet a été volé par les pays de l'UEMOA, qui étaient sous la pression de leurs opinions publiques. En fait, c'est faux, d'une partie de leurs opinions publiques. Tout le monde ne déteste pas le franc CFA. Et d'une partie des opinions publiques aussi européennes. Et donc, ce projet a été pris par les pays de la zone franc d'Afrique de l'Ouest, qui ont voulu créer l'ECO, qui était en réalité la même chose que le franc CFA, sans contrepartie de la part des Africains. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait une partie des réserves monétaires qui étaient placées en garantie au Trésor français, 20 à 30% des réserves. Eh bien, il était question de rapatrier ces réserves dans les pays de la zone franc. Il était question d'expulser les quelques administrateurs et spécialistes français qui sont dans les instances de la zone franc, et de changer le nom. En réalité, la France n'avait plus que des obligations, plus que des devoirs, plus aucun droit. Donc, j'avais fait un article à l'époque pour dire que c'était une très mauvaise réforme, puisqu'elle allait finalement appuyer sur les mauvais penchants de ces pays, qui respectaient déjà pas leurs propres règles, et qui allaient se retrouver à présent avec une monnaie finalement sans aucun contrôle. Et puis, je trouve ça particulièrement hypocrite, de changer le nom d'une monnaie lorsque finalement on change à peine ses règles, et lorsqu'on finalement on ne change rien au problème. Puis n'oublions pas une chose, on a diabolisé ce nom de franc CFA. Je veux dire, dans la région, vous avez le franc guinéen, vous avez pas loin le franc congolais, le franc suisse existe encore. Donc dire que le franc est un gros mot, moi je trouve ça bête. Et puis surtout, c'est une monnaie crédible pour les investisseurs, pour tout le monde. Franc, pour beaucoup, ça veut dire encore France. Et la France, je rappelle, c'est nos finances publiques qui garantissent cette monnaie-là. Donc c'est un petit peu normal que ce nom rappelle le garant. Et le garant, c'est celui qui rend crédible la monnaie. Aujourd'hui, quelles sont les évolutions possibles pour le franc CFA? Est-ce que les opposants ont raison de lui, ou est-ce que c'est l'agitation politique aussi pour se faire un peu valoir? Enfin, si on fait un peu de prospective à 5 ans ou 10 ans, comment est-ce que les choses pourraient évoluer? C'est très dur. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui est encore crédible du point de vue des investisseurs, du point de vue de l'économie, du monde économique, tout simplement. C'est la monnaie la plus crédible du continent africain. Je veux dire, on a le coronavirus, le dirham a dévissé, le naira a dévissé, et le franc CFA est resté stable. Donc c'est un gage de stabilité génial. C'est un atout majeur. En revanche, pour les démagos, c'est évidemment la marque de la bête française, c'est la marque du néocolonialisme français. On vient vous expliquer que franc CFA veut toujours dire franc des colonies françaises d'Afrique, que donc, par définition, c'est la preuve qu'il y a encore une colonisation française. On vient nous rappeler que la frappe de la monnaie est en France, confondant ainsi le privilège d'émission, c'est-à-dire c'est les banquiers centraux qui décident avec leur taux directeur de combien de monnaie ils veulent mettre en circulation. Puis c'est des services qui sont extrêmement rares sur la planète d'avoir la frappe de la monnaie. Elle est faite en France, elle pourrait être faite ailleurs. Mais il se trouve que la plupart des pays d'Afrique et même du monde font fabriquer leur monnaie ailleurs. Donc qu'est-ce qui peut se passer demain, après-demain? Il est évident que des pays peuvent en sortir sous le coup d'une pression démagogique, d'une pression de la rue, parce que tout simplement un général arrive au pouvoir, un seigneur de guerre veut devenir plus puissant parmi sa population, et peut en sortir. Soit on aura le contraire. Je vais vous donner un exemple. On peut avoir des pays qui demandent à y entrer, par exemple. Bien sûr, c'est arrivé. On a eu la Guinée-Bissau récemment, qui est rentrée dans le système, la Guinée équatoriale aussi. Mais je vais vous donner un exemple. Idriss Déby, vous connaissez Idriss Déby, qui est aujourd'hui maréchal du Tchad, maréchal carrément. Et donc c'est un guerrier, Idriss Déby, président au départ, avant d'être maréchal.
Qu'est-ce qu'il avait dit en 2015 ? En 2015, il nous fait une sortie le 14 juillet en disant le franc CFA est une monnaie coloniale, il faut sortir de cette monnaie, etc. Bon, c'était avant des élections, il a regagné ses élections, il s'est rempli sa poche de popularité sans problème. Il n'est pas sorti du franc CFA. De l'autre côté, vous avez Laurent Gbagbo qui fait 10 ans au pouvoir de manière assez illégitime d'ailleurs, qui reconduit l'adhésion de son pays, la Côte d'Ivoire, au système de la zone franc, etc., pendant qu'il est au pouvoir en 2007. Et quand il sort du pouvoir, fait une autobiographie, il dit le franc CFA, c'est la clé de voûte du néocolonialisme français, j'en sortirais si j'étais président. Pourquoi ces deux personnes, le maréchal et le président, ne sont pas sortis ? D'abord, ils en ont la possibilité. Dans les traités, il y a une possibilité juridique qui vous permet de dénoncer l'adhésion de votre pays à la zone franc. Vous avez un certain nombre de réformes qui sont régulièrement, qui montrent que les pays africains adhèrent à la zone franc, y réadhèrent. Et puis, vous avez aussi des exemples. Le Mali est sorti pendant 22 ans de la zone franc avant d'y rentrer. Vous avez Madagascar qui était dans la zone franc, qui n'y est plus depuis 60 ans presque, 40 ans. Vous avez la Mauritanie qui a quitté la zone franc dans les années 60 pour avoir sa petite monnaie inconvertible, l'Ouguiya. C'est possible d'en sortir. Mais en fait, les dirigeants africains savent très bien que il vaut mieux rester. Il vaut mieux rester parce que ensuite on va avoir une monnaie inconvertible, on va plus avoir la possibilité d'avoir cette stabilité dont je parlais, et puis d'avoir aussi ces marchés communs qui sont un peu la condition pour émerger. Donc Laurent Gbagbo ou Idriss Déby, quand ils sont au pouvoir, ils dénoncent avec des mots, ils dénoncent pas avec les actes, et quelque part ça brise de plus en plus aussi la confiance qu'il y a autour de cette monnaie. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas ? Parce que finalement, ils dénoncent, ils critiquent, mais ils restent. Parce qu'ils savent très bien que c'est dans leur intérêt. Mais quelque part, ils corrompent aussi ce lien. Pourquoi est-ce qu'on les expulse pas ? C'est prévu par les traités. Imaginez un seul instant, par exemple, que nous prenions au pied de la lettre, c'est un problème de la relation entre la France et les pays africains, on prend au pied de la lettre le maréchal Déby. On l'expulse de la zone franc, puisqu'il l'a dénoncé. On va plus loin que lui, on l'expulse. Eh bien, nous aurions du jour au lendemain un pays qui fait partie parmi les plus pauvres de la planète, le Tchad, qui se retrouvait avec une monnaie inconvertible, une incapacité à importer, une incapacité à produire évidemment aussi, puisque le Tchad est encore plus pauvre que la Côte d'Ivoire, et ils ont même pas d'agriculture, contrairement à la Côte d'Ivoire, c'est à peine de l'élevage, c'est tout. Et donc finalement, on affaiblirait, en sortant des pays de la zone franc, nous sommes victimes de leur chantage, puisque leur chantage, c'est qu'on affaiblirait l'Afrique. On affaiblirait non seulement l'Afrique, mais aussi l'Europe, d'ailleurs. Je suis désolé, mais le Tchad ou la Côte d'Ivoire qui brûle, ou qui fait défaut, l'Afrique est tellement fragile que ça fragiliserait non seulement leur sous-région, mais ça fragiliserait jusqu'au continent européen. Donc, pour répondre à votre question initiale, j'ai été un peu long, j'en suis désolé. Pour répondre à votre question initiale, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent ? C'est ce que j'essaie de prévoir dans ce bouquin, j'essaie de prévoir toutes les possibilités. Soit une sortie, où on devra vraiment assumer la sortie des pays de la zone franc, c'est-à-dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, la substitution, l'arrivée d'autres monnaies, on en parlera peut-être après, ou alors soit, on assume tout simplement cette relation d'interdépendance, et à ce moment-là, on en arrête avec les doubles discours. Mais pour ça, la France, seule, je suis désolé, n'a pas suffisamment de rapport de force pour pouvoir dire aux pays africains, respectez les règles et tenez votre parole. Ce qui est intéressant aussi à travers cette étude du franc CFA, c'est qu'on voit aujourd'hui que la géopolitique mondiale est dans une guerre de monnaie. Il y a le dollar, il y a l'euro, il y a le yuan, et ça en fait partie. Finalement, la monnaie est un enjeu essentiel au-delà des questions économiques qui sont aussi importantes, questions de développement et autres. La monnaie, c'est un élément du pouvoir politique, de prestige, un élément juridique aussi. Donc dans cette guerre des monnaies qui est aujourd'hui en vigueur de par le monde, le franc CFA est une des fonctions. Vous évoquiez le fait que la monnaie était frappée en France. On peut supposer que c'est aussi une manière de la garantir et d'éviter les faussaires. Il faut évidemment éviter qu'il y ait de la fausse monnaie qui circule et une usine qui serait dans une zone moins sécurisée ne serait pas forcément une meilleure garantie pour avoir de la vraie monnaie en circulation. Juste sur ce sujet-là, oui et non, c'est-à-dire que en soi vous avez raison, mais en réalité c'est tout simplement ces industries pour fabriquer la monnaie
c'est des industries à très haute valeur ajoutée. Et donc vous avez raison, pour ne pas avoir des monnaies falsifiées, il faut des techniques de pointe. Et dans des pays où on n'arrive même pas, où on n'a pas les moyens de fabriquer même des chaises en plastique, fabriquer des monnaies infalsifiables, on en est très loin, très loin. Voilà. Dernière question, d'où vous y allez sur cette question monétaire. Pour le reste de l'Afrique, est-ce qu'il y a les Anglais, par exemple, est-ce qu'eux, ils ont été tentés de faire une monnaie type franc CFA pour leur ancienne colonie, ou est-ce que on pourrait imaginer d'autres zones monétaires assemblées, par exemple les pays du Maghreb, pourquoi pas, une sorte de dinar maghrébin allant du Maroc à l'Égypte? Est-ce que ce sont des choses qui sont en projet, un peu à l'imitation de l'euro, ou pas du tout? Alors, les Anglais, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le sterling était toujours puissant, et bien sûr les pays du Commonwealth étaient liés au sterling par des systèmes plus rigides, ce qu'on appelait la caisse d'émission, par des systèmes plus rigides que celui du franc CFA, donc garanti par le pays source et des monnaies qui étaient adossées au sterling. Le sterling a été remplacé par le dollar partout. Et donc je veux vous répondre ensuite sur la guerre des monnaies. J'ai pas oublié votre question. Le sterling a été remplacé partout par le dollar. Et je veux répondre aussi sur le dirham étendu. Pour avoir une monnaie commune, il faut d'abord une entente politique commune. Et le problème, c'est que les pays du Maghreb avaient fait l'union du Maghreb arabe. Et cette union s'est totalement désolidarisée, elle s'est éclatée en 1000 morceaux. Il n'y a pas d'intégration arabe, chacun a son petit marché et tire la couverture à soi. Donc pour ça, il faut d'abord une entente sur un marché commun, sans quoi avoir une monnaie commune n'a aucun sens. Donc c'est pas demain la veille qu'on aura une monnaie arabe commune. Maintenant, pour vous répondre sur la guerre des monnaies, le sterling a été remplacé par le dollar partout, notamment à Hong Kong. Pas en Afrique, mais à Hong Kong, c'est le dollar qui s'est substitué au sterling. Eh bien, j'aimerais bien vous répondre sur la guerre des monnaies, parce qu'aujourd'hui, sur le continent africain, il y a une monnaie reine, c'est le dollar, c'est-à-dire que toutes les économies, à l'exception des pays de la zone franc, toutes les économies dépendent du dollar, puisque le dollar détermine le cours des principales matières premières, que les pays africains dépendent essentiellement de l'exploitation de matières premières brutes. Comme la Russie d'ailleurs, Le russe, faut arrêter. Le rouble dépend du dollar. Donc ça, c'est toujours des choses. C'est là où sont les bourses mondiales. Et bien sûr. À Chicago ou à New York. Mais quand vous dépendez des hydrocarbures, vous pouvez marquer rouble et dire c'est une monnaie souveraine. C'est aux États-Unis que ça se décidera. Les Russes sont pas souverains sur leur monnaie pour un sou justement. Et donc les pays africains ne le sont pas non plus. Lorsque le naira plonge, c'est à cause des cours des matières premières. Et donc, pour vous dire, en réalité, du nord au sud, les pays dépendent d'abord des fluctuations du dollar. Les pays de la zone franc aujourd'hui sont protégés un petit peu des fluctuations du dollar et dépendent de l'euro qui est la deuxième monnaie de référence en Afrique. Eh bien, si les pays de la zone franc sortent de cette relation avec l'euro, sortent du franc CFA, on aura une dollarisation totale de l'Afrique. Puisque le yuan n'est pas une monnaie de référence internationale. Elle est pas encore convertible dans tous les pays du monde, elle est pas présente ou alors de manière infinitésimalement marginale dans les banques centrales du monde entier. Donc en réalité, la relation est vraiment entre l'euro et le dollar. Vous quittez l'euro, vous quittez le franc CFA, vous aurez la soumission totale de l'Afrique au dollar, c'est-à-dire des liens qui ne sont pas garantis par les finances publiques des États-Unis, c'est-à-dire des monnaies qui ne sont pas stables. Et c'est-à-dire pour nous, Européens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ils quittent le franc CFA. Le franc CFA est la seule chance pour sortir du sous-développement. Pour ça, il faut aussi des efforts de la part des pays de la zone franc qui ne font mal. Mais c'est la seule chance pour eux pour avoir un modèle d'industrialisation vert, je ne sais pas. Et pour quitter le sous-développement, c'est la seule possibilité. Si on supprime cette possibilité, vous allez avoir une Afrique qui va rester pendant tout le XXIe siècle dans ses rentes, avec une surpopulation, dans un réchauffement climatique. Ce qui pour nous veut dire une menace mortelle. Pour eux, évidemment, un suicide. Pour les États-Unis, la Russie, la Chine, la possibilité d'avoir des matières premières, en veux-tu, en voilà. Mais pour nous, c'est le chaos. Donc je pense qu'il faut qu'on y songe et que les pays africains songent un petit peu aussi à ce qu'ils font.
Bien, merci beaucoup de nous avoir expliqué ces questions du franc CFA. Lou Vialet, je rappelle votre ouvrage La fin du franc CFA, point d'interrogation, qui paraît aux éditions Veilla Éditions. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, et on se rend compte à travers ces questions que derrière la monnaie, il y a évidemment des enjeux économiques et politiques majeurs, et on voit bien aussi des questions essentielles pour l'avenir, et puis on est vraiment au cœur de la géopolitique, puisque nous sommes dans des relations de puissance pour le contrôle de territoire, ou le contrôle également de rente et de zones économiques. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet toutes les références pour vous abonner. En vous abonnant, vous permettez ainsi à la revue de se développer et donc de continuer à vous proposer ces différentes productions géopolitiques sur nos différents supports, podcasts, télévision et magazines. Merci et à bientôt.